un grand merci pour les témoignages de ce matin. Je pense que ce que je vais dire va recouper pour beaucoup ce qu'on a dit, mais je vais vous le donner d'un point de vue de patient. Pour voir un petit peu du point de vue duquel je parle, je précise que j'ai séjourné de longs mois en centre de rééducation, aussi bien en hôpital de jour qu'en séjour complet, et puis j'ai aussi été suivie en ambulatoire. En 30 ans, j'ai pu constater que les rapports aux soignants et entre les soignés avaient fortement évolué, tout comme le regard de la société sur le handicap, et je m'en réjouis. En 30 ans, comme dans toute aventure, j'ai fait de belles rencontres qui m'ont poussé de l'avant. S'il est facile de témoigner de ce qu'on nous a apporté, il est moins simple de témoigner de ce qu'on a pu apporter aux autres. Mais bon, je vais vous donner ce qui, de mon point de vue, a fait bouger les lignes. Je structurerai mon propos en 2 temps. Le lien avec les pairs, la place de l'informel, la force des pairs, autour de la question de l'identité et autour de la question de la projection à l'extérieur, qu'on a beaucoup évoqué ce matin. Qu'est-ce qui se passe quand on sort des centres? Et puis, dans un second temps, je vous parlerai, on a parlé ce matin des lieux d'échange, ce qui, de mon point de vue, fait échange informel et fait de nous des pairs informels dès qu'on est patient. Le lien avec les pairs, c'est d'abord une aventure humaine, d'égal à égal. Si l'ensemble des soignants nous est indispensable, l'échange avec les compagnons d'infortune est d'un tout autre ordre. Les soignants, on attend des réponses techniques, des réponses de sachants, des éclairages médicaux sur notre situation. Avec les pairs, la relation va être de l'ordre du ressenti, du vécu. On parle d'une histoire partagée, même si chacune est spécifique. Elles ont toutes en commun de nous avoir emmenés entre les 4 murs d'un centre, d'avoir à tout jamais modifié nos vies. Avec les pairs, on parle depuis l'intérieur. Les échanges ne sont ni planifiés, ni normés. Ils ont l'énergie de la spontanéité. Pardon, je perds mon texte au fur et à mesure. Hop, et du choix de l'interlocuteur. Contrairement à ce qui se vit à l'extérieur, un patient ne choisit pas son kiné ou son ergothérapeute, ni même son psychologue. Il ne choisit pas non plus le moment où il est en soins. Tout cela est parfaitement normal. C'est la vie en collectivité qui fait, sinon ça ne serait pas possible. Par contre, il va choisir d'avoir ou ne pas avoir d'échange avec un autre patient. Il va choisir le moment de cet échange et la nature de ce qu'il y met. La relation est donc intrinsèquement différente par nature et les deux sont complémentaires. Dans les relations avec les pairs, il y a le regard sur cette nouvelle identité. Je citerai un père hors les murs qui, moi, m'a beaucoup accompagné, c'est Alexandre Jolien. Alexandre Jolien dit du handicap, très vite, j'ai eu l'intuition qu'en fuyant le handicap, on s'isole. Il est là, il faut l'accueillir comme un 5e membre, composer avec lui. Et pour ce faire, la connaissance de ses faiblesses semble primordiale. Les écrits d'Alexandre Jolien, sa présence en conférence m'ont souvent donné le courage et la force d'espérer, l'envie de regarder la difficulté autrement. Mon premier témoignage porte sur Agathe, le sourire d'Agathe. Quand ma vie a basculé, après des journées complètes d'alitement, un matin, j'ai essayé un fauteuil et puis j'ai eu le droit d'aller faire un petit tour dans le couloir avec, pas trop loin quand même, on m'a dit. Et en revenant dans ma chambre, j'ai croisé Agathe. Agathe, elle avait 20 ans et une mauvaise chute en 4x4 l'avait complètement privée de l'usage de ses jambes. Pourtant, elle avait un sourire qui éclairait autant que le soleil. Et je me suis dit, si elle y arrive, moi qui ai 10 ans de plus, encore des chances de remarcher, ben, j'ai aucune raison de faire la fine bouche. Le sourire des autres, leur détermination, leur courage, sont autant de force et d'énergie qui ont accompagné cette vie différente, autant de pères rencontrés. Une autre rencontre est celle de Madeleine. Des fois, on dit quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Madeleine, elle est rentrée dans notre temps avec un accident de vie, un accident professionnel. Elle était infirmière, mais infirmière pour MSF. Elle rentrait d'Afghanistan et elle avait sauté sur quelque chose qui lui avait mis le dos en vrac et la tête un peu en désordre. Elle nous houspillait, elle nous faisait relativiser en comparant ce qu'elle venait de vivre, de ce qu'elle venait de traverser, en nous disant que nos mots étaient quand même des mots de gens bien riches, même aussi graves étaient-ils.
c'est vrai que je me suis dit que si la même chose m'était arrivée en Afrique, à ce jour, je serais morte et mon petit garçon qui avait à l'époque 19 mois serait orphelin. Madeleine m'a rappelé que nos maux, même les pires, sont relatifs et qu'il appartient à chacun d'en faire une force, quel que soit notre âge. Oui, Madeleine avait 80 ans. Le chemin du handicap, c'est aussi un chemin d'acceptation et c'est pas toujours très simple. On y arrive de façon inégale à des différents moments de vie, on n'est pas tous au même moment de notre vie quand on rentre là-dedans et en plus on choisit pas, ça nous tombe peut-être souvent dessus. Au-delà de la déchéance physique, cet accueil psychique est en soi une épreuve. On n'est pas tous armés de la même façon. Patrice a 70 ans. Dans son rond-point, une voiture lui a fauché la jambe et celle qui reste n'est pas tout à fait d'accord pour faire le boulot pour deux et il est quand même très limité. Et pourtant, il ne se plaint jamais et nous propose une vision sereine de nos aventures. Un jour, il a dit « Aie la force de changer ce que tu peux changer, la lucidité d'admettre ce que tu ne peux pas changer et la sagesse de distinguer les deux. Ça fait gagner du temps. » La vision de Patrice m'a permis de faire de belles avancées sur le chemin de l'acceptation, mais ça m'a permis de le faire parce que ça venait de lui. De lui qui, comme on l'a dit ce matin, était légitime à le dire parce qu'il vivait de l'intérieur. Sabine l'avait bien dit, c'est difficile parfois pour les patients de l'entendre de la part des soignants. Par contre, de la part d'un père, ça a tout de suite plus de force. Vivre en centre, c'est aussi remettre en cause sa place sociale. Moi, j'étais chef de service, j'avais l'habitude de mener ma barque et puis là, je ne menais plus rien du tout. Et je me demandais bien comment j'allais pouvoir rebondir avec tout ça. Et puis, je me suis aperçue que dans les centres, on gardait quand même un savoir-faire, enfin en tous les cas pour ceux qui n'avaient pas été abîmés du côté de la dette. On avait quand même encore des savoir-faire et des choses qu'on amenait de l'extérieur et qui pouvaient servir aux autres. Je me souviens de Pauline. Pauline, elle avait 25 ans. Elle était handicapée, mais pas tant que ça finalement. Elle avait juste rencontré un éléphant sur sa route qui lui avait fait exploser le bassin. Et elle était semi-couchée. Mais Pauline, dans sa vie d'avant, elle était esthéticienne. Et de cette vie d'avant, elle nous a permis de rester des femmes, malgré le handicap. Elle s'est mise à notre service de ce côté-là. Il faut garder une forme d'humanité, et dans cette humanité, ce qu'on est, ce qu'on sait faire, ça peut servir au père. Le quatrième point concerne le rapport au père pour construire la progression par rapport au handicap. C'est un temps où on perd tous nos repères physiques et on a l'impression qu'on ne peut plus se projeter du tout. On ne sait pas trop comment on va pouvoir attraper le truc. Quand la kiné, pour la première fois, m'a emmenée dans le gymnase, elle m'a dit « Je vous préviens, ça risque d'être un petit peu difficile la première fois dans un gymnase. » J'étais gymnaste, danseuse, qu'est-ce qu'elle me raconte? Pourquoi ça serait difficile? Ah, j'ai vite compris. Hein. Si la tête des athlètes n'avait rien à envier à celle des gymnastes, au niveau de l'entraînement et des efforts fournis, les agrès, c'était pas tout à fait la même chose. Mais je me suis aperçue, en observant, que chacun pouvait devenir un repère. Celui-là, il est en train de mettre ses prothèses de marche, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est là, bon, d'accord, c'est à peu près ce temps-là qu'il va me falloir. Celui-là se tient debout entre les barres. Ah, pas mal, comment il fait? Combien de temps pour moi? Celui-là remonte les escaliers et celui-là revient nous voir et témoigne à son retour, de ce retour vers l'extérieur. Les pères, ça a été des bornes, des challenges, des envies, mais aussi des renoncements ou des deuils. Ils sont autant de repères sur ce chemin si différent, et c'est par le vécu que nos pères, sans le savoir, nous accompagnent et que sans doute j'ai accompagné des pères. C'est peut-être la différence entre ce que ce matin on cherchait père aidant, père accompagnateur, patient. Je crois qu'on est aussi des pères de façon inconsciente, ou en tous les cas sans le vouloir. Trouver une place dans la vie d'après, c'est la grande question qui nous traverse quand on est en centre.
Qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir? Et c'est vrai qu'en plus, on nous demande de sortir de plus en plus tôt. Je ferai appel à un autre père. Il s'appelle Patrick Segal. Souvent, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'était un kiné qui s'est retrouvé handicapé. Il a écrit « L'homme qui marchait dans sa tête ». Je n'étais pas encore handicapée quand je l'ai lu et son tour du monde m'avait fait rêver. Et puis plus récemment, j'ai lu « Le cheval de vent ». C'est un bouquin où il nous emmène au pied de l'Himalaya, où il teste des barquettes de sauvetage pour la pratique de la haute montagne. Il a réussi le tour de force de nous montrer que non seulement les handicapés peuvent accomplir des choses extraordinaires, mais en plus, ils peuvent aussi être au service des valides. Avant le handicap, mon seul exutoire, c'était la danse, la gym, danser à perdre haleine, sauter, faire des roues pour me sentir vivante. De ce point de vue, je n'ai jamais rien retrouvé d'équivalent. Mais de centre en centre, d'éducateur sportif en kiné, en côtoyant le handisport, j'ai touché des pratiques que je n'aurais jamais exercées sans cette aventure. Et le regard toujours bienveillant encourager les autres, leur sourire, leur rire, notre art de mettre en commun, de mettre à distance, m'ont permis d'essayer. Il me semble que l'ouverture des centres aux sections handisport et le retour au centre par ce biais de pairs qui vivent la situation de plus longue date, c'est aussi une façon de pouvoir offrir aux patients de se projeter avec cette nouvelle donne. Ces pairs-là sont plus souvent dans une relation plus sereine avec ce nouveau corps. Ils ont eu le temps de l'apprivoiser et ils peuvent nous faire ce cadeau-là. Ils ont été pour moi une force, un chemin des possibles. Ce chemin des possibles, il est aussi vrai par ceux qui reviennent au centre en hôpital de jour. Je me souviens, dans mon premier séjour où j'étais vraiment pas très en forme, d'un homme qui avait une cinquantaine d'années, qui était kiné, mais au centre, il était surtout handicapé. Il venait entretenir ce qui restait et pourtant, il continuait de travailler. Il a continué sa profession de kiné malgré ses difficultés. Son ULM s'est découpé en vol et il n'était pas tout à fait paraplégique, un peu comme moi aujourd'hui, juste paraparésique. Une vie professionnelle suffit à montrer que le handicap devient une nouvelle donne de la vie, mais qu'il n'empêche pas cette vie de continuer, qu'il faut juste faire avec. La deuxième partie de mon propos tient sur les lieux de l'échange entre pairs. Je l'ai intitulé « De l'informel au formel ». Ce matin, Sabine évoquait très justement les lieux où se faisaient ces échanges. L'informel est une part essentielle de la vie en centre. Il doit pouvoir exister dans de bonnes conditions et c'est un peu un exercice d'équilibriste, formaliser les besoins de l'informel. Le plus classique des temps informels que j'ai vécu est celui des repas. C'est un temps de partage, de confrontation aux limites du quotidien et de remontée des angoisses. Mais c'est aussi souvent un temps de solidarité. Et si couper la viande avec bienveillance pour son voisin ou lui éplucher sa pomme n'a l'air de pas grand-chose, cela ouvre la porte à des confidences bien plus intimes dans le temps qui nous permettent de nous reconstruire. Pas forcément à table devant tout le monde, mais après, dans d'autres temps, dans d'autres lieux. Sabine a raison, la machine à café aussi a cet effet. Et pour les fumeurs, la pause clope est aussi un temps privilégié. D'accord, on ne fume plus à l'intérieur, mais je peux vous dire que ça fume quand même pas mal dehors et qu'on échange beaucoup et qu'on rit beaucoup autour des pauses clopes, même si on ne fume pas. Dans un des centres où j'ai séjourné, en hôpital de jour, il y avait une grande salle avec des jeux, de la musique, des cartes. Et dans ce lieu, l'informel et l'échange avaient toute leur place. C'était de l'hôpital de jour et pourtant, je peux vous dire qu'il y avait une vraie complicité. Des échanges de trucs, comment tu fais ton transfert, ton sondage, avec quelle compagnie de taxi tu viens. Des échanges d'adresses de soignants, de kinés, pour le hors les murs. De fournisseurs de matériel, quelle est la marque de ton fauteuil, de ta prothèse, t'en penses quoi. Mais aussi et peut-être surtout, en tous les cas en ce qui me concerne, des échanges avec des copains sur la dernière recette de cuisine, le dernier film, les courses dans une enseigne, tout ce qui fait de nous autre chose que des patients. Un temps hors des soins, hors des soignants, juste comme une terrasse de café où il serait possible d'échanger comme bon nous semble. Avec le temps, les modes de soins et les centres ont évolué et prennent de plus en plus en compte l'interrelationnel des patients. Il y a des centres où sont organisées des conférences thématiques, pratiques, des temps d'échange entre patients autour d'un café, le temps d'un goûter, pour les patients hospitalisés. Ces temps d'échange qui mettent en relation les patients constituent des compléments importants à l'informel.
À mon sens, ils permettent des échanges plus structurés qui peuvent aller plus loin sur le fond parce qu'ils sont balisés. Ce matin, on parlait de supervision. Ce sont des temps où effectivement les professionnels pensent à la bienveillance et s'assurent que ça ne dérape pas. Mais si ces temps sont importants, je pense qu'il est aussi important de dire qu'ils ne peuvent pas se substituer au temps informel, qu'il est indispensable de les préserver pour permettre des relations plus personnelles, en dehors de tout regard des thérapeutes, quels qu'ils soient, et aussi bienveillants soient-ils. On n'est pas les mêmes entre patients que dès qu'il y a la présence d'un soignant. Les choses sont forcément différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, elles sont juste différentes. J'ai aussi vécu des choses autour de l'art-thérapie dans ce centre où les intervenants étaient extérieurs. Donc c'était une espèce d'entre-deux, entre le soignant et puis ce qui était complètement informel. Et le fait que ce soit des gens extérieurs sur des thématiques complètement différentes, ça nous permettait d'être dans une autre relation et de pouvoir parler d'autre chose. Pour moi, ça répond au besoin de ne pas se sentir réduit à notre corps et à notre handicap. C'est aussi une façon de pouvoir dépasser ça et en le dépassant, de l'accepter. Voilà, c'était 3 points sur ce vécu. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis disposée à répondre à vos questions.